Bienvenue au musée Grévin. Aujourd'hui, le musée Grévin fait son cinéma et c'est jusqu'au 1er mai. Alors, suivez-moi. Écoutez, tout ce mois d'avril 2017 est aux couleurs du cinéma, avec tout d'abord une exposition Méliès, et on a la chance d'être avec l'arrière-petite-fille de Georges Méliès, son arrière-arrière-petit-fils, qui vont proposer d'ailleurs 2 soirées exceptionnelles, les 8 et 15 avril, des ciné-concerts Méliès. C'est très émouvant parce que donc l'arrière-petit-fils est au piano, Laurence Le Hérisset, et au boniment, puisque c'est comme ça que ça s'appelait, il y a Marie-Hélène Le Hérisset, qui va raconter les images créées par ce magicien et réalisateur qui était Georges Méliès. Et tout ce mois d'avril, il y aura également 9 soirées spectacles avec un demi-siècle de rire sur scène, avec les répliques les plus célèbres. Donc là, ça va être une soirée de rire, et chaque soirée se continue par la visite du musée. Donc il y a également l'exposition Méliès, le spectacle dans le théâtre, et ensuite, les invités vont découvrir Grévin. Ravie de faire votre connaissance, très heureuse d'être là avec vous. C'est très impressionnant, n'est-ce pas? Alors, je vais vous mettre un tout petit peu ici. Voilà, je suis aujourd'hui avec Marie-Hélène, j'ai cru entendre. C'est ça, Marie-Hélène Le Hérisset. Donc, vous êtes l'arrière petite fille de Georges Méliès. Quel effet ça fait? Eh bien, écoutez, je ne l'ai pas connu. Oui. Donc, l'effet est plutôt sympathique, mais c'est plutôt l'œuvre qui parle, bien sûr. Parce que on m'a dit beaucoup de choses sur lui. On m'a dit qu'il était exigeant, toujours à l'heure, qu'il piquait des grosses colères, de temps en temps des colères vraiment rouges, et puis des colères blanches où il devenait tout pâle. Et là, c'était beaucoup plus grave. On m'a raconté il dessinait tout le temps, ça c'est évident, parce qu'il y a beaucoup de dessins, qu'il était plutôt joyeux. Toujours à l'heure, enfin, etc. Donc je sais des choses, mais j'en sais pas trop plus. Voilà. En revanche, au travers de l'œuvre, bien sûr, là, on est, je dirais, époustouflé, on est heureux, on est de voir ces images. On trouve que c'est quand même tout à fait exceptionnel vu les techniques de l'époque. Les trucages sont particulièrement intéressants. J'ai pu les étudier à la loupe. Alors ça, c'est vrai que c'est sympa comme tout. On dit qu'il y a plus de 800 films, c'est ça? Non. Ah, j'ai lu ça. Il y a plein de gens qui écrivent, vous savez, vous connaissez les journalistes, ils écrivent des bêtises. 520. Voilà. Et on en a retrouvé ma cousine a commencé de chercher les films en 1945, puisqu'il a fini de tourner en 1913. Il y a une période un peu noire. Ensuite, il y a la guerre. Ensuite, il meurt en 1938, juste avant la guerre. Et juste après la guerre de 45, sa petite fille, ma cousine, Madeleine Maltête-Méliès, aidée de son mari, le docteur Maltête, ont commencé d'essayer de rechercher les films. Parce que quand il y a eu la débandade, on va dire, il restait plus que 8 films en France. Donc, ils ont commencé à mettre des annonces dans l'Industriel Forain, qui était le journal des forains, pour voir si les forains avaient gardé des films. Et puis ensuite, ils ont fait les brocantes, les collectionneurs, les premières cinémathèques. Et puis, petit à petit, voilà, on est arrivé à environ 215. Je dis environ parce que on n'est pas tous d'accord sur les titres. Des fois, il a tourné parfois 2 films, enfin le même titre, mais 2 fois, par exemple. Soit parce qu'il y avait quelque chose qui lui plaisait pas, soit parce que le film premier était flou. Ça. Donc après, est-ce qu'on compte les remakes ou pas? Ça, je ne sais pas. Donc en fait, autour de 215, voilà. On est sur le précurseur de Spielberg, alors, en fait. On est sur le précurseur, on est surtout sur l'inventeur des principaux trucages au cinéma.
parce que je dirais que plutôt Lucas dans ce cas-là, plutôt Lucas. Mais oui, Spielberg certainement un grand amateur. Et dernièrement, il y a eu bien sûr le film de Hugo Cabret qui a été tourné par Scorsese, évidemment, grand cinéphile, ça va de soi. Beaucoup de cinéastes, beaucoup ont apprécié Méliès. Dès qu'on étudie le début du cinéma et qu'on se dit, mon Dieu, ça fait, alors selon à quel moment on a regardé, 100 ans, 120 ans, 130 ans, enfin voilà, ça prend des proportions maintenant incroyables, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une grande différence entre ses débuts à lui et le cinéma d'aujourd'hui et les images en tout genre et trucages extraordinaires qu'on fait aujourd'hui, mais tout par-delà quand même. Sylvie Sarens. Alors, Émile Reynaud est le précurseur, le grand génie qui avait mis en place ces images, le théâtre optique. Et puis avant, il avait fait encore d'autres choses. Vous allez m'en parler. Il a commencé par inventer un jouet d'optique, le praxinoscope, en 1877, et toute sa vie, il va améliorer ce praxinoscope qui a comme principe surtout d'avoir une cage de glace au milieu, ce qui fait que c'est très clair, très lumineux, il n'y a pas d'obturation, c'est parfait. Et quand en 1888, il a mis au point donc un gros praxinoscope. Donc ce que vous voyez en dessous du cuivre là, c'est aussi une cage de glace, sauf que évidemment elle est beaucoup plus grande. C'est au milieu. Et donc ça s'appelle le théâtre optique, c'est le nom de l'appareil. Et il a inventé en même temps une bande de longueur indéfinie, régulièrement perforée. Tout ça c'est breveté bien avant le cinéma. Et donc ces bandes passaient autour de son appareil, et grâce à un système ingénieux de lanternes magiques et de miroirs, il a pu projeter le premier dessin animé du monde au musée Grévin le 28 octobre 1892, c'est-à-dire 3 ans avant l'invention du cinéma. Tout à fait, c'était le précurseur. Et ensuite, il a fait une carrière aussi ici avec son théâtre optique. Tout à fait, il est resté 8 ans. Il a fait 8 ans de spectacle au musée Grévin, donc de 1892 à 1900. Et il y a eu énormément de spectateurs. Alors il y a environ 500 000 spectateurs qui ont vu ces pantomimes lumineuses. Donc pour l'époque, c'est énorme. Et il avait également un pianiste qui jouait à côté de lui. Et ce n'était pas de l'improvisation. Le pianiste, Gaston Paulin, avait écrit une partition précise par pantomime. C'est-à-dire qu'il y avait des thèmes qui revenaient. Quand il y a le petit chien, il y a un thème particulier. Quand il y a le petit couple qui va au bord de la mer, qui se baigne, c'est un autre thème. C'est-à-dire que ce n'était pas de l'improvisation. Et donc Gaston Paulin suivait Émile Reynaud, qui faisait un spectacle différent à chaque fois, puisque en fonction de la réaction des spectateurs, il pouvait soit revenir en arrière si un gag avait fait rire, soit aller plus vite, moins vite, et donc les spectacles étaient différents à chaque fois. Et c'était déjà un spectacle permanent, puisqu'il projetait de 15h à 18h l'après-midi et de 20h à 23h le soir. Donc 6 heures par jour. C'est énorme. Oui, alors le brevet, justement, il a été, c'était en 89, en même temps que la Tour Eiffel, je crois, non? C'était à 88, c'est pratiquement en même temps que la Tour Eiffel. Oui, tout à fait. Et donc, il va breveter la perforation du film, qui est un élément clé pour le cinéma qui naîtra 3 ans plus tard. Voilà, c'est le premier, tout du moins en France, à avoir breveté la perforation du film. Excusez-moi, vous avez vu Thérèse? Parce qu'il y a un ami qui veut lui parler, il dit des trucs horribles, une espèce de gros dégueulasse.